Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers étudiants, après avoir établi l'équation du mouvement d'un système à un seul degré de liberté, on va voir aujourd'hui donc le premier cas, le cas des vibrations libres des systèmes à un seul degré de liberté. On a déjà défini notre équation du mouvement dans la plus générale, donc on a établi l'équilibre entre les forces intérieures et les forces extérieures, 1 seconde plus C point plus K est égal à P dt. Donc, le premier cas, on va supposer que le mouvement va être libre. On a dit un mouvement libre, c'est un mouvement où l'excitation est égale à 0. Donc, P de T est égal à 0. Donc, ça, c'est le mouvement libre. Et bien sûr, pour déclencher un mouvement dynamique, on a besoin donc d'un changement équivalent qui va se manifester par des vitesses ou bien des déplacements initiaux qui devront être connus. Donc, deux cas possibles, soit l'amortissement sera négligé, ça c'est le cas le plus simple, donc si on néglige l'amortissement, on aura donc un mouvement libre non amorti, 1 seconde plus KU est égal à 0, soit l'amortissement est non négligé, et on aura donc un mouvement amorti libre. Donc dans le premier cas, on va voir que la réponse va être une réponse harmonique, dans le deuxième cas, donc on va voir que c'est un mouvement pseudo-harmonique. Donc, le premier cas, lorsque P de T et C sont égales à 0, donc on va retrouver notre équation 1 U seconde plus KU est égal à 0. C'est une équation différentielle du second degré. Donc, ce type d'équation a pour solution, lorsque vous voyez que lorsque vous dérivez à peu près la dérivée seconde, vous allez tomber sur la fonction initiale pour que ça soit nul. Donc, ce type de solutions vont être toujours de type harmonique, cosinus ou sinus. Donc, ça va être U de t est égal à rho cosinus oméga 0 t moins θ, ou bien U de t est égal à A cosinus oméga 0 t plus B sinus oméga 0 t. Donc, les deux formes sont les mêmes. L'une s'écrit sous une forme, l'autre sous une autre forme, donc, mais en réalité, c'est les mêmes. Donc, où rho et θ, dans le premier cas, ou bien A et B dans le deuxième cas, sont des constantes à déterminer par des conditions aux limites. Θ, en général, représente le déphasage entre la réponse et l'excitation, et on va supposer des conditions initiales de façon générale quelconque avec un déplacement initial U0 donc, et une vitesse initiale U.0. Donc ça me donne deux données qui vont me permettre de déterminer les deux inconnus qui sont les constantes. Donc si je prends la première forme, donc on va essayer de diviser mu seconde, donc plus KU de t, on va la diviser par la masse, et on va trouver donc une équation de ce type, U seconde plus K sur M, U de t est égal à 0. Si je pose la quantité K sur M est égale à oméga 0 au carré, c'est-à-dire oméga 0 c'est la racine de K sur M, elle représente en général une pulsation propre du système. Et vous connaissez donc bien sûr la relation entre les pulsations propres, les fréquences et les périodes propres du système par des relations de ce type. Donc, S0, c'est oméga 0 sur 2pi, et T0, c'est égal à 2pi sur oméga 0, donc c'est l'inverse de la fréquence. Donc, on retrouvera les caractéristiques propres du système qui sont soit la pulsation propre qui est en radians par seconde, soit la fréquence propre F0 qui est en cycle par seconde ou bien en S, ou bien la période propre qui est en seconde en général. Donc, si maintenant on prend la première fois et on va supposer des conditions limites quelconques, à t est égal à 0, u0 est égal à e0 et u.20 est égal à u.0, on va les remplacer dans les expressions de u et u. Donc, on prend u est égal à cosinus oméga 0 t plus b sinus oméga 0 t. Bien sûr, en dérivant, on retrouvera la vitesse, moins 1 oméga 0 sinus oméga 0 t plus b oméga 0 cosinus oméga 0 t. Donc, si je remplace ici u de t à t est égal à 0, le cosinus va être égal à 1, le sinus 0 s'en va, et u.20, 0, donc le sinus s'en va, et le cosinus va être égal à 1. Donc, on aura a plus 0 qui est égal à u0, et bien sûr 0 plus b0 qui est égal à u.0. Bien sûr, deux équations des inconnues me donnent a est égal à u0 et b est égal à u.0 sur oméga 0. En les remplaçant, on aura donc l'expression du déplacement dynamique pour le cas donc libre non amorti avec des conditions initiales quelconques. Supposons
toujours la deuxième forme, maintenant avec les mêmes conditions initiales quelconques, où U de t va être de la forme ρ cosinus oméga 0t, donc la même chose si je la dirige, j'obtiens la vitesse, et ça sera moins ρ oméga 0 sinus oméga 0t moins t. La même chose, donc à A0, le cosinus est égal à 1, à U point de 0, donc le cosinus, le cosinus est égal à moins θ, et à U point de 0, le sinus va être égal à sinus de moins θ. Donc là, ça me donne deux équations des inconnues qui me permettent de définir donc l'amplitude ρ du déplacement, c'est la valeur maximale, et le déphasage, donc tangente θ est égal à U.0 sur oméga 0, E0. Ça me donne l'expression donc du déplacement par rapport au temps. Donc cette expression 3.10 ou bien l'expression avant qu'on a trouvé 3.8, c'est vraiment exactement la même chose. On peut les retrouver par similitude. Donc, si on trace maintenant cette solution pour le cas, on voit donc qu'il y a, en général, vous voyez, donc il y a un déplacement initial quelconque, c'est le U0, donc c'est le déplacement initial, avec une pente initiale, bien sûr, qui représente la vitesse, c'est U.0, plus, donc, un déphasage de θ sur oméga 0 pour pouvoir donc démarrer votre forme donc, de la réponse dynamique. Maintenant, si U0 et U.0 est égal à 0, donc ça va démarrer de 1, si vous voulez, avec une tangente ici, donc, pardon, ça va démarrer de 0, donc avec une tangente nulle, et ça sera donc une valeur nulle de mon déplacement, parce que je ne peux pas avoir de vibration libre lorsque les deux U0 et U.0 sont nuls. Donc, bien sûr, c'est un mouvement harmonique, la réponse est harmonique, et on retrouvera donc la période qui est égale à 2pi oméga 0. On dit que ces périodes sont propres parce qu'il n'y a ni effet d'amortissement, ni effet de l'excitation. Donc, dans ce cas, le système aussi a énergie constante, donc vous voyez que c'est vraiment une fonction cosinus de façon générale. Prenons un petit exemple. Bon. On a un portique à trois poteaux, à un seul degré de liberté. La masse la plus basse d'un bâton se trouve au niveau du plancher, qui est égal à 500. Les poteaux de ce portique sont donnés par leur dimension, donc 400 par 400, 500 par 500 et 600 par 600, et les dimensions de la section transversale, bien sûr, et une longueur ou une hauteur de 4 mètres. Prenons donc un module de Young de 30 000 mégapascales. Donc, pour ce portique, on veut calculer la période fondamentale du système. Et puis, on veut déterminer si le portique est déplacé par un gros vérin de 20 mm. Donc, on tire ici par un vérin de 20 mm et lorsqu'on lâche instantanément, on fait un test de vibration libre. Déterminer le déplacement horizontal après 0,5 secondes. On vous demande donc de tracer la réponse du système. Donc, ça, c'est un, si vous voulez, un exemple type de vibration libre, parce que on va créer la vibration libre par ce lâchement-là. Tant qu'on tire et on lâche la structure, donc théoriquement, elle va vibrer, si vous voulez, donc dans le sens, on va essayer de tirer, puis lâcher d'un seul coup, et puis donc ça va vibrer tout seul jusqu'à un certain temps qu'on le fixe au départ. Donc, la première question, c'est la période fondamentale. On sait que une période T0, c'est 2pi sur oméga 0, et que la période, c'est 2pi sur oméga 0, et que oméga 0, c'est racine de K sur 1. Ça, c'est la définition qu'on a définie pour les périodes des pulsations propres. Comme l'on a vu dans le premier chapitre, dans le deuxième chapitre, que dans le cas d'un portique à un étage ou bien à plusieurs étages, les éléments poteaux en général sont encastrés. Donc on a dit ici encastré et ici encastré. Ce qui veut dire qu'on prend directement sa rigidité qui est égale à 12 EI sur H3. C'est directement donc la valeur. Sinon, donc on le démontre, c'est très simple, par la méthode de Vergy-Schenkel pour calculer le déplacement d'une force unitaire qui nous donne la flexibilité, puis on inverse et on trouve la rigidité. Donc, avec maintenant, comme le portique, c'est, si vous voulez, c'est trois poteaux, donc trois poteaux en parallèle,
ce qui me donne une rigidité, donc, est égal à la somme des trois rigidités. Donc, j'aurai une somme des trois rigidités, si vous voulez, avec un I qui est égal à BH3 sur 12 pour les trois, puisque c'est des sections donc, carrées, en général, ou bien rectangulaires, B fois H. Donc, on aura I1 pour le premier 400 par 4, à la puissance 4 sur 12, et I2 500 à la puissance 4 sur 12. Pour ce I1, c'est celui-là, plus et celui-là, et I2, c'est le deuxième, donc c'est celui-là. Donc, comme j'ai dit, ils sont en parallèle, le K équivalent, c'est 2 fois K1 plus K2, qui me donne donc à peu près 5,29 puissance 4 newtons par millimètre. Rappelons que la rigidité, c'est l'équivalent du newton par mètre. Donc, j'ai la masse, j'ai la rigidité, il suffit que je calcule oméga 0 qui est égal à la suite de K sur 0. Attention, 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 la masse est exprimée en kilogrammes ou en temps. C'est en kilogrammes. Il ne faut pas la transformer en newton parce que ce n'est pas un poids, c'est une masse. Donc, il faut faire très attention à ce type d'erreur que généralement les étudiants commettent lorsqu'ils calculent ce type de variable. Donc, on trouvera une période ou bien une pulsation propre de 10,28 radians par seconde. Ça me donne une fréquence de 1,63 donc Hz et bien une période de 0,61. Donc, si maintenant j'ai tiré de 20 mm et puis j'ai lâché instantanément, ça veut dire que mon déplacement initial a été de 20 mm et ma vitesse initiale est égale à 0 parce que j'ai relâché donc instantanément. Donc, en remplaçant dans l'équation qu'on a trouvée avec U de t est égal à U0 cosinus oméga 0t plus U.0 sur oméga 0 sinus oméga 0t, ça me donne donc, puisque U.0 est égal à 0, ça me donne U0 cosinus oméga 0t. Bien sûr, il suffit de remplacer à 0,5 secondes ce qu'on cherche. On trouvera donc un déplacement 0,5 secondes de 8,29 mm, à peu près 8,3 mm. Donc, si on trace cette équation-là, qui est donc U0 cosinus oméga 0t, donc bien sûr, elle commence avec un déplacement initial de 20 mm, c'est celui de U0, avec une vitesse initiale égale à 0, c'est-à-dire c'est le maximum ici, bien sûr, donc la tangente sera égale à 0. Et là, donc, on aura une fonction cosinus qui a pour valeur maximale U0 et pour donc période, si vous voulez, 0,61 secondes, ce qu'on a cherché. On retrouve le 0,5 secondes ici avec 8,3 mm. C'est ce qui est demandé. Deuxième cas. Donc, là, on est passé d'un système libre non amorti. Tout ce qui nous a intéressé dans ce système, U seconde plus KU est égal à 0, c'est les valeurs, c'est les caractéristiques propres, que ce soit la période, la pulsation ou la fréquence. En réalité, ce système n'existe pas. Il n'y a pas de structure qui n'a pas d'amortissement. Donc, généralement, ce modèle mathématique MU seconde plus KU est égal à 0 est un modèle théorique qui nous permet uniquement de calculer les caractéristiques propres parce que ces caractéristiques propres vont être utilisées par la suite. Donc, c'est le but de tout cet état de déformation libre non amorti, c'est de déterminer oméga 0, T0 et F0. D'accord. Deuxième cas, donc on va supposer que l'amortissement existe, c'est différent de 0, et que le mouvement est libre. Donc on aura ce type d'équation, 1 mu seconde plus CU point plus KU est égal à 0. Bien sûr, c'est une équation du second degré. En U, on essaie de trouver une méthode de solution, donc de résolution, c'est de passer par ce qu'on appelle l'équation caractéristique en faisant une transformation donc, de coordonnées entre U de t donc, et Q, si vous voulez, donc, pour pouvoir résoudre le problème. Donc, on pose U de t est égal à D exponentielle Q de t, on remplace dans l'équation 3,11 et on va donc essayer de trouver ce qu'on appelle l'équation caractéristique de cette équation différentielle. Donc là, en remplaçant, on aura donc U point de t, c'est la première dérivée, U seconde de t, c'est la deuxième dérivée. En remplaçant, donc on aura MQ seconde plus CQ plus K, D exponentielle QT est égal à comme D exponentielle Q de t est différent de 0, donc il ne reste que le premier cas, entre parenthèses, MQ seconde plus CQ plus K est égal à 0, qui est donc un polynôme du second degré qu'on peut résoudre pour déterminer la valeur de Q. Donc ça, c'est voir le signe du discriminant delta qui est égal à C2 moins Km, donc c'est B2 moins 4AA AC
Il peut prendre trois valeurs, ce discriminant, en fonction des valeurs de K1 et C. Soit il est nul, soit il est négatif, soit il est positif. Donc, on prend le cas premier, le cas nul. On dit que c'est un cas critique. Lorsque delta est égal à 0, c'est-à-dire lorsque C2 est égal à Km, ou bien C est égal à 2 racines de Km, on dit qu'il est critique, pour delta est égal à 0. Donc là, on définit un amortissement critique qui est égal à 2 racines de Km. Si je remplace K par sa valeur en oméga, donc on aura égal à 2 oméga 0,1, c'est la même expression. Donc, à partir de ce coefficient critique, on peut définir donc un rapport entre l'amortissement mesuré, si vous voulez, ou l'amortissement réel et l'amortissement critique. Ça nous donne donc un rapport d'amortissement qu'on appelle donc le coefficient d'amortissement. Donc ça, c'est C sur C critique est égal à C sur 2 oméga 0,1. En général, on utilise beaucoup plus dans les calculs ce type de coefficient entre le C et le C critique. Il représente donc un amortissement. C'est un coefficient d'amortissement. Il est exprimé en pourcentage, bien sûr. On entend souvent que telle structure a 20% d'amortissement, à 5% d'amortissement. C'est ce coefficient qui est défini donc, par ces pourcentages d'amortissement. Donc, le deuxième cas, si vous voulez, ou bien restant toujours dans le premier cas, bien sûr, et si l'état est égal à 0, ça veut dire que le discriminant est égal à 0. Dans ce cas, donc, on aura une solution de type double, moins xi oméga 0, qui est égal à moins oméga 0, parce que xi est égal à 1, puisque cet état est égal à 0. Donc, dans ce cas, la solution, elle sera de type, en revenant à la solution initiale, par les transformations des coordonnées, U de t, c'est exponentielle moins xi oméga 0 a plus bt, qui est égal à exponentielle moins oméga 0 a plus bt, si vous voulez, puisque xi est égal à 1. Avec des conditions initiales quelconques U0 et U.0, on peut remplacer et déterminer avec, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, il suffit de remplacer et de trouver les coefficients A et B. Donc, de façon générale, on trouvera A est égal à U0, B est égal à oméga 0, U0 plus U.0. En remplaçant, on aura l'équation ou bien la solution dans le cas critique, ou bien dans le cas où delta est égal à 0, c'est-à-dire que xi est égal à 1. Et là, donc, on peut représenter par rapport à la valeur, si vous voulez, cette valeur-là, elle peut être positive ou négative pour voir un petit peu quel est le comportement de cette fonction-là. Donc là, si elle est positive, on trouvera donc la forme rouge pour cette fonction-là, pour ce déplacement-là. Si elle est négative, donc on trouve la partie verte, la partie bleue, pardon. Par contre, donc, si elle est égale à 1, on trouvera donc cette partie-là, donc en général. C'est la partie U0 exponentielle moins oméga 0, donc qui représente à peu près, ici c'est 0 et ici c'est 1. 1 plus oméga 0 t est égal à 1. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas d'oscillation comme celle des mouvements libres. La masse a tendance à retrouver plus rapidement sa position d'équilibre, donc elle tombe vers le zéro plus rapidement. L'amortissement critique correspondant à la plus petite valeur de l'amortissement pour laquelle la réponse en vibration libre ne compose pas d'oscillation. Généralement, ce type de comportement n'intéresse pas beaucoup les ingénieurs civils et on le trouve rarement en pratique. Le deuxième cas, c'est le cas où le discriminant est inférieur à 0, il est négatif, c'est-à-dire que xi est inférieur à 1. Dans ce cas, donc, on sait très bien qu'il s'agit de résolution en mode complexe, où on trouvera deux solutions de type donc moins c plus ou moins 1 racine de 4m moins c au carré sur 2m, ou bien en remplaçant xi par c sur c critique, on trouvera donc oméga 0 de moins xi plus ou moins 1 racine de 1 moins xi au carré. Puisque xi est inférieur à 1, donc celui-là est toujours positif et on retrouvera donc une valeur complexe de Qn2. Donc on va poser exactement oméga A est égal à oméga 0 racine de 1 moins x au carré, on l'appelle la pulsation amortie. Vous voyez, donc cette pulsation amortie, elle dépend de la pulsation propre oméga 0 et elle dépend de l'amortissement lui-même. Bien sûr, si xi est inférieur à 1, celui-là est inférieur à 1, et donc oméga A est inférieur à oméga 0 en général. Dans ce cas, on l'appelle un cas sous-critique,
ou un pas sous-amorti. À part de la même manière, on peut parler donc d'une période amortie T1 qui tient 2 pi sur oméga. Donc, avec ça, si delta est négatif, on retrouve donc la solution de l'équation du mouvement 3,11 qui sera de type donc exponentielle moins xi oméga 0 t, G1 exponentielle i oméga a t plus G2 exponentielle i oméga a t, avec G1 et G2 toujours des constantes qu'on peut les calculer par les conditions aux limites. Donc, si on veut vraiment transformer ceci par l'équation de l'air exponentielle i θ et exponentielle moins i θ, on trouvera une solution de ce type, donc exponentielle facteur de a cosinus plus b sinus. Donc, avec des conditions initiales quelconques, u point de t, u point de 0 est égal à u0 et u point de 0 est égal à u point 0. Donc, si je remplace de la même manière, on trouvera les constantes a et b. Donc, a est égal à u0 et b est égal à u point 0 plus xi oméga 0 u0 sur oméga a. Donc, en remplaçant, on trouvera notre solution pour le cas delta inférieur à 0 ou bien xi inférieur à 1. On peut toujours écrire cette forme. À chaque fois qu'il y a un cosinus plus b sinus, on peut toujours le transformer donc en c cosinus oméga moins déphasage. Voilà, donc toujours la même forme. Donc on aura ce type avec les valeurs de ρ ici et la valeur de tangente donc définie par l'équation 3.27. Donc on peut vraiment tracer cette courbe-là et on voit donc en général c'est une courbe donc, qui est aussi autour d'une position d'équilibre, mais qui a tendance donc, à diminuer d'amplitude au fur et à mesure. Donc, à chaque fois que je passe à une période, donc là, vous voyez que l'amplitude diminue. J'avais une amplitude maximale ici, et puis après une période, j'aurai ici, une autre période, j'aurai ici, une autre période, j'aurai ici, jusqu'à ce qu'elle s'annule. Donc, c'est une forme de vibration. Je vois comme j'ai dit, qu'elle tourne autour d'une position d'équilibre. Donc, vous voyez qu'elle oscille autour de cette position d'équilibre qui est le 0. Et bien sûr, elle a tendance à diminuer d'amplitude maximale. Donc, l'avantage de cette diminution d'amplitude maximale, c'est que les sommets vont se retrouver sur la fonction, la première fonction qui est ρ exponentielle moins xi oméga 0 t. C'est-à-dire tous les sommets vont se retrouver sur une courbe de fonction ρ exponentielle de moins xi oméga 0 t. Ça, c'est très important. Bien sûr, cette diminution d'amplitude est due essentiellement à la présence de l'amortissement. Donc, tout à l'heure, puisque l'amortissement n'existait pas, l'amplitude était constante, maximale, pour toutes les amplitudes. Maintenant, bien sûr, l'amplitude va être affectée par la présence de l'amortissement ou bien de xi qui est inférieur à 1. Donc, comme j'ai dit, on retrouve donc les périodes, généralement donc ici à ici, ou bien comme c'est tracé, donc ici à ici, donc ça me donne la période amortie de pi sur oméga. Donc là, si maintenant xi est élevé, aussi je prends plusieurs valeurs de xi, théoriquement, donc le retour à l'équilibre s'effectue plus rapidement et avec moins d'oscillation. Donc là, l'oscillation va être vraiment très rapide et je retrouve mon équilibre, donc c'est-à-dire le zéro, très rapidement lorsque xi est élevé. Donc, on le retrouve ici donc, sur les exemples. Vous voyez, donc pour xi est égal à 2%, j'ai ce type d'oscillation. Xi est égal à 10%, c'est très rapide, donc elle s'annule. Xi est égal à 20%, donc on n'aura même pas le temps, donc elle s'annule vraiment entre les valeurs de t sur grand T, entre à peu près à 4 t sur grand T. Alors que pour 2%, donc vous voyez qu'on va jusqu'à 20 et elle n'est pas encore nulle. À 5%, donc on va s'aplatir vers 0, donc vers la valeur, si vous voulez, 12,5. À 10%, quand j'augmente, donc elle va s'aplatir à partir de 6 à peu près. Et puis pour la valeur de 20%, elle va s'annuler à peu près à 3 t sur grand T. Donc, vous voyez que l'effet de xi est important lorsque le mouvement est amorti libre. Alors, comme j'ai dit, le fait que les amplitudes se trouvent sur une courbe de type exponentielle moins xi oméga 0 t,
on va essayer de voir quelle est la différence entre un sommet et le sommet qui vient d'après. Donc, si je prends par exemple un sommet UN de valeur T1 et un sommet UN plus 1 de valeur T1 moins 1, on va voir quelle est la différence entre ces deux amplitudes. Donc, si je prends le rapport de ces deux amplitudes, on remarque qu'il sera égal au rapport de n'importe quel, au rapport de n'importe quelle deux amplitudes consécutives. Donc, quelles que soient deux amplitudes consécutives, si on prend le rapport, on voit que c'est les mêmes. Donc, si je remplace maintenant UN qui est égal à ρ exponentielle moins xi oméga 0 Tn, et parce qu'il se trouve sur la courbe, en même temps sur la courbe exponentielle, sur la courbe d'oscillation. Donc, on apprend par rapport à la courbe exponentielle moins ρ, moins xi, pardon, oméga 0 t. Donc, on va retrouver UN plus 1, c'est à t, n plus une période. Bien sûr, c'est Tn plus 1, c'est Tn plus la période. C'est pour ça qu'on prend ici Tn plus Tn. Donc, si je fais ce rapport-là, il va me donner exponentielle si oméga 0 ta, Ta. Il me donne à peu près, en changeant Ta par sa valeur, 2pi sur oméga 1, elle me donne 2pi oméga 0 sur oméga 1. Exponentielle. Maintenant, en prenant le logarithme de cette exponentielle-là, le logarithme de l'exponentielle, c'est la valeur, donc psi oméga 0 Ta, et donc elle va me donner 2pi oméga 0 sur oméga 1 en remplaçant Ta. Ce logarithme-là, on le retrouve ici parce que oméga 1 est égal à oméga 0 racine est égal à oméga 0 racine de 1 moins x2, moins xi2, pardon, 1 moins xi2, d'accord? Et si je remplace ici, je trouve delta est égal à 2 pi xi sur racine de 1 moins xi2. Généralement, si est petit, donc si au carré est encore petit, ce qui veut dire qu'on va négliger à peu près racine de 1 moins xi 2 et dire que c'est à peu près racine de 1, ce qui veut dire que delta, le logarithme népérien, est égal à peu près 2 pi sur xi. Donc, rappelons que le delta est un logarithme népérien entre deux amplitudes consécutives, U1 et UN plus 1. Donc, à partir de ça, je tire la valeur de xi qui est égale à delta sur 2pi. Donc, dorénavant, si je connais l'amplitude l'amplitude à un temps t et l'amplitude à un temps t plus ta, je peux facilement calculer l'amortissement d'une structure. Et c'est comme ça qu'on calcule en général en pratique l'amortissement. Je dis la dernière fois que l'amortissement reste un paramètre complexe à déterminer. La seule façon de le faire, c'est de passer par de l'expérimentation et de la mesure. Donc, on peut aller plus loin et calculer, si vous voulez, l'amplitude après n cycle, si je connais l'amplitude initiale. Et là, donc, il suffit de prendre U0 qui est égal à T0 et UN qui est égal à T0 plus NTA parce que c'est n fois période pour arriver à Tn. Si je remplace le rapport U0 sur UN, ça me donne exponentielle n delta qui est le logarithme népérien. Et puis, puisque delta est égal à xi oméga 0 Ta, on trouve donc l'amplitude après nc qui est égal à l'amplitude initiale multipliée par l'exponentielle moins n delta. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en général, les coefficients d'amortissement critique, en général, en génie civil, elles sont faibles. Le plus souvent, c'est inférieur à 20%. Donc, on a essayé de tracer la courbe, si vous voulez, oméga A qui est égal à oméga 0 racine de 1 moins xi 2. On a essayé de tracer cette courbe, d'accord? Et on traçait oméga 1 sur oméga 0 en fonction de racine de 1 moins xi 2. Et on trouve donc à peu près ce type de courbe. Donc oméga 1 sur oméga 0 en fonction de xi. On trouve ce type de courbe. On voit très bien que c'est une zone qui nous intéresse le plus. Elle est presque à peu près égale à 1. Donc dans cette zone-là, c'est à peu près 20% du coefficient d'amortissement. C'est 20%, donc à peu près c'est 1. C'est pour ça qu'on dit que oméga 0 est presque égal à oméga A pour des amortissements donc faibles, ce qui est le cas en génie civil, comme j'ai dit. Un exemple, donc,
pour ce type de structure. On a un portique soumis à des tests de vibration. Il a fallu 10 kN ici. J'ai tiré 100 kN, pardon. J'ai tiré 100 kN pour le déplacer de 5 mm. Après avoir relâché, donc j'ai tiré avec 100 kN pour déplacer 5 mm par un vérin. Après avoir relâché de façon instantanée, le déplacement maximal au retour est de 4 mm, qui a eu lieu 1,4 secondes après le relâchement. Calculer la masse effective, la fréquence de vibration et le coefficient d'amortissement. Ça, c'est un test vraiment type qu'on fait en général au laboratoire pour déterminer la valeur du coefficient d'amortissement d'une structure par similitude. Donc là, sur des modèles réduits, on peut facilement faire ce test au laboratoire. Alors, ça me donne, si je calcule la masse de cette structure, on sait que oméga A, comme j'ai dit, c'est oméga 0, racine de 1 moins xi au carré, c'est à peu près oméga 0. On est dans un système libre amorti. Donc, oméga A, c'est à peu près oméga 0. TA, c'est à peu près T0. Et on tire la masse. Donc, je peux calculer K, je peux calculer T, j'ai la valeur de T, et je peux donc facilement déterminer la masse. Donc, on a tiré au début de 100 kN, comme j'ai dit, on a tiré de 100 kN ici. Le fait d'appliquer 100 kN, on a un déplacement de 5 mm. Donc, on a le déplacement, on a la force, on peut calculer facilement une rigidité à partir de 100, et ce qui me donne donc K est égal à F sur delta. 100 tonnes sur 5, ça me donne 20 newtons par mètre. J'ai le K, la période G oméga 0, donc on la calcule, qui est égale à racine de K sur 1, d'une façon, donc c'est 10 points, pardon, c'est 10,28. Non, ça c'est, non, je suis désolé, donc c'est pas ça. J'ai la période 1,14 secondes, j'ai la rigidité, je peux tirer la masse, c'est-à-dire T est égal à peu près TA, on a dit c'est 2pi sur 1 sur K, comme j'ai K, j'ai T, je peux tirer M à partir d'ici, donc ça me donne 993 000 kg. Pardon, donc ça c'est pas correct, c'est juste ce qu'il faut, ça n'a rien à voir, ça je pense que c'est un contrôle C quand on de l'exercice précédent. Donc on utilise, j'ai dit T, là j'ai un T0, là G est égal à 2pi sur 1K, la seule inconnue dans cette équation c'est M, donc je vais déterminer M par cette valeur, T0 c'est 1,4, K je viens de la calculer et ça me donne la masse. Donc comme je suis en fréquence de vibration, donc c'est 1 sur T, et puis oméga 0, c'est 2πf ou bien 2pi sur T, donc on retrouve les 4,49. C'est pour ça que j'ai dit ça, pour l'oublier. Donc ça, il faut vraiment l'oublier, je m'excuse de cette petite erreur. Maintenant, l'amortissement, il suffit de calculer, j'ai l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Donc, lorsque je relâche et que j'ai un retour ici, donc, au départ, c'était 5 mm, et au retour, c'est 4 mm. Comme j'ai deux amplitudes après une période donc, de 1,4, on a la possibilité de calculer le delta. Delta, on l'appelle le décrément logarithmique. Le décrément logarithmique, il va nous permettre de calculer le xi. Donc, j'ai 5 au début, 4, il ne faut pas inverser les choses, hein. C'est la première sur la seconde. 0,223, ça me donne donc à peu près xi qui est égal à 3,55%. Comme c est égal généralement 2m oméga 0, j'ai le m, j'ai le oméga 0, je peux calculer, pardon, comme c critique, c'est 2m oméga 0, ça c'est c critique, je le multiplie par xi, ça me donne donc la valeur de c en kg par seconde, mètre seconde. Kilogramme, mètre seconde, pardon, c'est toujours, pardon, non, kilogramme par seconde. Ça, c'est la troisième question. Donc ça, c'est, comme j'ai dit, un exemple typique au laboratoire qu'on peut utiliser pour calculer un amortissement. Le dernier cas, c'est le cas suramorti. C'est ce qu'on appelle lorsque delta est positif. Donc, on a vu le delta nul, delta négatif. Maintenant, on voit le delta positif, c'est-à-dire que c'est supérieur à 1. Et là, donc, on a une valeur double directement, donc positif, une valeur algébrique positive qui nous donne deux solutions Q1, 2 par rapport au discriminant qui est égal donc à oméga 0 moins xi plus ou moins racine de xi au carré moins 1. Donc on pose xi chapeau qui est égal à
oméga 0, racine de xi au carré moins 1, et t chapeau, c'est 2pi sur oméga. La solution de l'équation est des types donc, de ce type. La même chose, donc si on utilise les équations de l'air Eθ, qui est cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, et E moins θ, cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, on retrouve donc la forme finale du déplacement dans le cas d'un discriminant positif ou bien d'un xi positif. Donc, bien sûr, avec des conditions initiales quelconques U0 et U.0, donc on retrouve, comme d'habitude, A et B, les deux constantes qu'on cherche pour les remplacer et déterminer la forme finale de la solution pour le cas suramorti 3.38. En général, la même chose, ce cas, il dépend de la vitesse U.0, du point U.0. On essaie donc de voir quel est l'effet de ça. Donc, on voit vraiment que la de la même manière, donc c'est presque comme le cas critique, c'est presque comme le cas critique, il n'y a pas d'oscillation autour de la position d'équilibre, il y a donc un effet de la vitesse initiale, et on a tendance donc à ce que la masse retrouve sa position d'équilibre à un temps infini, donc vous voyez que jusqu'à l'infini, on trouvera un équilibre. Tout à l'heure, c'était, dans le cas critique, c'était rapidement, on retrouve la position d'équilibre. Maintenant, elle retrouve la position d'équilibre à un temps infini général. Donc, la réponse celle du système critique, mais le retour à l'équilibre s'effectue d'autant moins rapidement que le pourcentage d'amortissement critique est élevé. Donc, bien sûr, de la même manière, le xi a un effet sur le retour à la position d'équilibre. Ce phénomène, de la même manière, n'est pas aussi important en pratique en génie civil. Donc, des trois cas, seul le cas où le déterminant est négatif qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire sur les cas où on a vraiment une oscillation donc, qui tourne autour de la position d'équilibre qui nous intéresse. Donc, très, très rare, je pense qu'on ne le verra jamais, le cas d'un xi est égal à 0 ou bien d'un xi supérieur à 1. J'ai dit, en génie civil, la majorité, sinon la totalité des structures, ont un amortissement xi inférieur à 20%. Donc, en reprenant les trois cas sur le même graphe, on voit très bien donc, la différence entre xi est égal à 1, xi inférieur à 1 et xi supérieur à 1. Donc, xi est égal à 1, c'est celle-là. Donc, comme je dis, c'est le cas critique. Xi est égal à supérieur à 1, donc c'est le cas surcritique, suramorti, donc c'est un amortissement élevé. Et puis xi inférieur à 1, le 0,1, c'est une oscillation donc, autour de la position d'équilibre. Donc, vous voyez que pour le xi est égal à 2, il a tendance à revenir à 0 un peu plus long que celui de xi critique. Donc, comme j'ai dit, seule cette courbe-là qui nous intéresse en pratique en tant que génie civil et on la retrouve souvent dans nos structures. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre-là. On est en première phase. Si vous vous rappelez, j'ai dit qu'on va donner beaucoup d'importance au système à un seul degré de liberté parce que ça va être la base de toute la dynamique des structures. Donc avec ça, on arrive à définir et à calculer une réponse dynamique d'un système libre, amorti ou bien non amorti. Le prochain chapitre, on va voir maintenant la présence de l'excitation P de T dans notre système et voir donc les vibrations forcées du système à un seul degré de liberté. Bien sûr, P de T peut prendre plusieurs formes. On va aller doucement. On va prendre un P de T simple et au fur et à mesure, donc, on avance pour arriver à un P de T quelconque qu'on doit résoudre de l'équation différentielle d'un système à un seul degré de liberté. Donc, on commencera par P de T, l'excitation harmonique, et on va au fur et à mesure donc augmenter la complexité de ce P de T pour voir les réponses d'un système à une excitation quelconque P de T. Voilà, je vous remercie. Donc, je vous retrouve dans le chapitre 4 la prochaine fois. Merci.